La première chose que j'ai remarquée dans l'appartement, c'était la fenêtre. Pas parce qu'elle était grande ou belle, ou qu'elle offrait une vue imprenable sur la skyline de la ville. Elle n'était rien de tout cela. C'était un simple rectangle de verre ordinaire encastré dans un mur de briques délavées, donnant sur une rue latérale étroite qui sentait la pluie ancienne et les bennes à ordures négligées. Un escalier de secours descendait en zigzag le long de la façade, sa plateforme métallique rouillée passant à quelques centimètres, sous le rebord de la fenêtre. Mais il y avait quelque chose qui me fit marquer une pause, alors que je posais le dernier carton sur le plancher poussiéreux. Elle était ouverte. Juste un entrebâillement. Peut-être 5 centimètres. Je ne l'avais pas ouverte. Le propriétaire, un homme fatigué, nommé Monsieur Hirsch, avec des doigts tachés de nicotine et des yeux qui ne rencontraient jamais les miens, m'avait donné les clés et était parti sans entrer dans le logement. Le locataire précédent avait déménagé un mois auparavant, avait-il dit. L'appartement était vide depuis. Alors pourquoi la fenêtre était-elle ouverte? Je traversais la pièce et la fermais, faisant glisser le vieux cadre en bois jusqu'à ce qu'il s'enclenche contre le rebord. La serrure était l'un de ces loquets en laiton bon marché qui n'arrêteraient pas un enfant déterminé, et encore moins un intrus. Mais j'étais au 3e étage. Personne ne grimpait ici sans échelle, et l'escalier de secours était trop rouillé pour supporter quelqu'un de plus lourd qu'un chat. Je me dis que ce n'était rien. Un courant d'air. Le bâtiment qui travaillait. Une explication ancrée dans la physique et la logique, et la marche ordinaire de cause à effet, cesse fut ma première erreur. Croire que tout pouvait être expliqué. L'appartement était bon marché. Suspectement bon marché pour le quartier, qui s'accrochait encore aux bords effilochés de la respectabilité. 2 pièces, une salle de bains exiguë, une kitchenette, qui sentait légèrement le gaz et la vieille huile de cuisson. Les murs étaient peints de cette nuance particulière de blanc propriétaire qui recouvre une multitude de péchés, mais si l'on regardait attentivement, on pouvait voir les fissures en dessous. Des fractures capillaires se répandant à travers le plâtre comme des varices. J'emménageais parce que je n'avais pas le choix. Mes économies s'étaient évaporées après le licenciement. Ma relation amoureuse avait implosé 6 mois plus tôt. J'avais 32 ans et je recommençais à zéro, avec rien d'autre qu'un sac de sport rempli de vêtements, un ordinateur portable à l'écran fissuré et l'espoir désespéré que la solitude pourrait d'une manière ou d'une autre me recoudre. La première nuit, je dormis mal. Le matelas était neuf, encore enveloppé dans du plastique à mon arrivée, mais il était fin et inconfortable. Le radiateur claquait et sifflait. Le lampadaire dehors projetait une lueur orange maladive à travers la fenêtre, peignant des rectangles déformés au plafond. Je restais allongé là pendant des heures, dérivant dans et hors de rêves superficiels, mon esprit trop occupé à cataloguer chaque son inconnu pour me laisser tomber complètement endormi. Et puis je l'entendis, mon prénom, prononcé doucement, tendrement, comme une mère appelant son enfant pour qu'il rentre du jeu. Daniel. Je me redressai si vite que la pièce tournoya. Mon cœur était un point frappant contre mon sternum. Je fixai la fenêtre. Elle était toujours fermée, toujours verrouillée. Le lampadaire orange saignait toujours à travers la vitre, projetant sa lueur maladive. Rien n'avait changé, rien n'était différent, mais je l'avais entendu. J'étais certain de l'avoir entendu. Je jetai mes jambes hors du matelas et me levai. Le sol était froid, l'air était froid. Mes pieds nus ne faisaient aucun bruit alors que je traversais la pièce, et ma main tremblait quand je tendis le bras vers le rideau, l'écartant, rien. La rue en dessous était vide. L'escalier de secours était vide. La fenêtre de l'autre côté de la ruelle, sombre et sans rideau, ne montrait personne.
Je pressais mon front contre le verre froid et regardais en bas. 3 étages de briques. Pas de balcon, pas de rebord. Aucun endroit où une personne aurait pu se tenir. Aucun endroit d'où une voix aurait pu venir. J'ai vérifié mon téléphone. 2h17, j'ai me dit que c'était un rêve. Une hallucination hypnagogique, cet espace étrange entre la veille et le sommeil où le cerveau invente des sons et des images qui n'existent pas. Le stress, l'épuisement, un nouvel environnement. Tout cela, des explications parfaitement raisonnables. Je les répétais comme une prière en retournant au lit et en remontant la fine couverture jusqu'à mon menton. Je ne me rendormis pas cette nuit-là. La deuxième nuit fut pire. J'avais passé la journée à déballer, à arranger mes maigres possessions en un semblant de foyer. Des livres sur le rebord de la fenêtre. Une photo de ma mère sur la table de chevet. Mon ordinateur portable sur le petit bureau près du radiateur. Les rituels banals de la domesticité m'apaisaient, repoussaient le souvenir de la voix dans un coin de mon esprit où je pouvais faire semblant qu'elle n'existait pas. À 11h, j'étais épuisée. Un véritable épuisement cette fois, celui qui s'enfonce dans vos os et vous tire vers le bas comme une ancre. Je m'endormis presque instantanément, mon corps capitulant enfin devant le poids du déménagement. La dernière chose que je vis avant que mes yeux ne se ferment fut la fenêtre. Fermée, verrouillée, ordinaire. Daniel, j'étais réveillée avant de savoir que j'étais réveillée. Debout, mes pieds sur le sol froid. Ma main tendue vers le rideau, je retirais brusquement ma main comme si le tissu était en feu. Ma respiration sortait en halètements saccadés. La pièce était sombre à l'exception du lampadaire orange. Mais les ombres semblaient plus profondes maintenant, s'accumulant dans les coins comme de l'encre renversée. Je regardais mon téléphone. 2h17. Exactement 2h17. La voix avait été douce, calme, presque tendre. Elle ressemblait à quelqu'un que je connaissais, quelqu'un en qui j'avais confiance, quelqu'un qui avait sa place dans ma vie. Mais je ne pouvais pas l'identifier. La reconnaissance était là, chatouillant l'arrière de mon cerveau. Mais chaque fois que j'essayais de m'en emparer, elle m'échappait. Je n'allais pas à la fenêtre. Je restais plantée là au centre de la pièce, glacée, pendant ce qui sembla être des heures. Finalement, le froid me ramena au lit. Je tirai la couverture par-dessus ma tête et attendis l'aube. La 3e nuit, j'établis un plan, je resterai éveillée. J'enregistrerai. Mon téléphone avait une application de mémos vocaux et je la laisserais tourner toute la nuit. Capturer ce qui se passait, me prouver que c'était réel ou me prouver que je perdais la tête. Dans un cas comme dans l'autre, j'aurais une réponse. Je m'assis dans le lit, le dos contre le mur, le téléphone à la main, attendant la fenêtre. Les heures rampèrent. Minuit, 1h, 2h. Mes yeux s'alourdissaient. Ma tête dodelinait. Je me pinçais le bras, me mordis la lèvre, fis tout ce que je pouvais pour rester conscient. À 2h16, je lançai l'enregistrement. À 2h17, la voix arriva. « Daniel, viens à la fenêtre. » Mon sang se transforma en glace. C'était plus clair cette nuit. Moins un murmure, plus une voix. Toujours douce, toujours familière. Mais il y avait quelque chose sous la douceur maintenant, quelque chose d'affamé. Je tins le téléphone en l'air, regardant la forme d'onde danser sur l'écran. La voix était là. Elle devait être là. Le microphone était assez sensible pour capter le sifflement du radiateur, le bourdonnement lointain de la circulation. Même ma propre respiration allaitante. Il capturerait la voix. J'attendis que la voix s'arrête. Que le silence revienne. Puis j'appuyais sur stop et j'écoutais l'enregistrement, rien de ma respiration, le radiateur, la circulation, point pas de voix, je le réécoutais. Encore, encore, encore. Je montais le volume jusqu'à ce que le haut-parleur de l'écouteur bourdonne de distorsion. Rien. Juste les sons ambiants d'un vieil appartement la nuit. Un vide là où une voix aurait dû être. Mais je l'avais entendu.
Je l'avais entendu aussi clairement que j'entendais mon propre cœur marteler dans mes oreilles. Je regardais la fenêtre. Le rideau bougea. Juste un peu. Un balancement doux, comme si quelqu'un l'avait effleuré depuis l'autre côté. Il n'y avait pas de courant d'air. La fenêtre était fermée. La 4e nuit, je me réveillais debout à la fenêtre. Ma main était sur le loquet. Mes doigts étaient enroulés autour du laiton froid, commençant déjà à tourner. Je ne me souvenais pas d'être sortie du lit. Je ne me souvenais pas d'avoir traversé la pièce. J'étais simplement là, dans cet instant, sans aucun souvenir de la façon dont j'étais arrivée. J'ai retiré ma main d'un coup sec et reculais en trébuchant, heurtant le bureau, en voyant mon ordinateur portable s'écraser au sol. Le bruit fut assourdissant dans le silence, une intrusion violente de la réalité dans l'état onirique dans lequel je me trouvais. Je regardais la fenêtre. Le rideau était immobile, le lampadaire brûlait toujours orange. Rien n'avait changé, mais quelque chose avait changé. Quelque chose de fondamental. Je n'étais plus un observateur passif de ce qui se passait. Je participais, mon corps bougeait sans mon consentement, répondant à un appel que je ne me souvenais pas d'avoir entendu. Je ne dormis pas après cela. Je m'assis dans le coin de la pièce, le dos contre le mur, attendant la fenêtre jusqu'à ce que la lumière grise de l'aube commence à filtrer à travers la vitre. La 5e nuit, je quittais l'appartement. Je me dis que j'étais rationnelle. Je resterais chez un ami, passerais une bonne nuit de sommeil, reviendrais pendant la journée pour récupérer mes affaires. Je romprais le bail. Je trouverais un autre endroit, n'importe où ailleurs. Je m'enregistrais dans un motel bon marché de l'autre côté de la ville. La chambre était laide et stérile, sentant l'eau de javel et la fumée de cigarettes refroidies, mais elle n'avait pas de fenêtre donnant sur une rue vide. Pas d'escalier de secours, pas d'histoire. Je m'endormis à 10 heures, épuisée et soulagée. À 2h17, je me réveillai debout devant la porte de la chambre de motel, la main sur la poignée. La porte était ouverte. Juste un entrebâillement. L'air froid s'infiltrait par l'ouverture, portant l'odeur des gaz d'échappement et de la pluie lointaine. Au-delà de la porte, le parking était sombre et vide. Je claquais la porte et la verrouillais. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine actionner le verrou. Je pressais mon dos contre la porte et glissais jusqu'à être assis par terre, les genoux remontés contre la poitrine. La voix ne m'avait pas suivi. Pas exactement. Mais quoi qu'il se passe, quoi qu'il se soit attaché à moi, ce n'était pas lié à l'appartement. C'était lié à moi. Je vérifiais mon téléphone. 2h17. Je retournais à l'appartement le lendemain. Non pas parce que je le voulais, parce que je le devais. Parce que fuir ne fonctionnerait manifestement pas. Parce que quoi qu'il arrive, j'avais besoin de comprendre avant que cela ne me consume entièrement. Je commençai par le propriétaire, Monsieur Hirsch. Je le trouvai au sous-sol, courbé sur une machine à laver qui produisait des sons qu'aucune machine à laver ne devrait produire. Il leva les yeux quand je descendis les escaliers et quelque chose traversa son visage. De la reconnaissance et autre chose, de la peur. « Monsieur Hirsch, dis-je, je dois vous poser des questions sur mon appartement. » « L'appartement est bien, dit-il, trop vite. Aucune plainte avant vous. Ce n'est pas ce que je demande. » Je m'approchai. Le sous-sol était humide et sentait la moisissure. Une seule ampoule nue pendait du plafond, projetant des ombres dures sur son visage. « Je veux savoir pour le locataire précédent. Celui d'avant le dernier. » Ses mains s'arrêtèrent de bouger. La machine à laver continuait de tourner, indifférente. Pourquoi? Parce que quelque chose se passe dans cet appartement. Quelque chose que je ne peux pas expliquer. Il resta silencieux un long moment, puis il se retourna vers la machine à laver, les épaules voûtées, la voix à peine audible par-dessus le bruit mécanique. « Il y avait une fille, dit-il, jeune.
à peu près votre âge, a vécu là peut-être 3 ans. Calme, payait son loyer à l'heure, n'a jamais causé de problème. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Les mains de Monsieur Hirsch se serrèrent autour d'une clé à molette. Elle a sauté de la fenêtre. Une nuit, juste après 2 heures du matin. Les voisins l'ont entendu crier à propos de quelque chose qu'il appelait par son nom. Quelque chose qui ressemblait à sa sœur morte. Le sous-sol sembla se refroidir. L'ampoule nue vacilla au-dessus de nos têtes. « Elle a laissé une lettre ?» demandai-je. « Pas de lettre. Mais avant de sauter, elle a dit à son petit ami quelque chose d'étrange. Elle a dit que la voix ne venait pas de l'extérieur. Elle a dit qu'elle venait de l'intérieur de l'appartement, l'intérieur de sa propre tête, et chaque nuit, elle se rapprochait. Je sentis mon cœur s'arrêter. Se rapprochait comment? D'abord c'était dehors, à la fenêtre. Ensuite c'était dans la chambre. Ensuite c'était juste à côté de son lit. Elle a dit que ça lui ressemblait, exactement comme elle. Mais faux, vide, comme un reflet sans rien derrière. L'ampoule vacilla de nouveau. Dans l'obscurité stroboscopique, le visage de Monsieur Hirsch ressemblait à un crâne. « Pourquoi ne m'avez-vous pas dit cela avant que j'emménage ?» Il me regarda enfin. Ses yeux étaient fatigués, hantés. « M'auriez-vous cru ?» Je n'avais pas de réponse à cela. Les voisins étaient moins réservés que Monsieur Hirsch, bien que leurs histoires fussent fragmentaires, contradictoires, assemblées à partir de rumeurs et de peurs. La vieille femme dans l'appartement en dessous du mien, Madame Delgado, me dit qu'elle entendait des pas toutes les nuits à 2h17. Doux, pieds nus, se dirigeant vers la fenêtre. « Parfois j'entends la fenêtre s'ouvrir, dit-elle, son chapelet cliquetant entre ses doigts. Et puis rien, juste le silence. Un silence terrible. Quand cela a-t-il commencé? Quand le premier a emménagé. La fille qui a sauté. Avant elle, l'appartement était normal. Après elle, elle se signa. Cela n'a jamais cessé. Il y a eu 3 locataires depuis. Aucun n'est resté plus d'1 mois. Qu'est-il arrivé aux autres? Elle me regarda avec des yeux qui avaient trop vu. L'un est parti au milieu de la nuit et n'est jamais revenu. Un autre a été retrouvé errant dans la rue en pyjama, hurlant à propos d'une voix. Et un. Elle fit une pause. Ils ne l'ont jamais retrouvé du tout. Je retournai à mon appartement. À la fenêtre, à la tente. Je passais l'après-midi à faire des recherches. Vieilles coupures de journaux, rapports de police, avis de décès. Je reconstituais une histoire du bâtiment que personne n'avait jamais assemblée. Une chronologie de tragédies qui remontait sur des décennies. La fille qui avait sauté s'appelait Elena Marchetti. Elle avait 26 ans. Sa sœur, Clara, était morte dans un accident de voiture 2 ans avant qu'Elena n'emménage dans l'appartement. D'après le rapport de police, Elena était la conductrice. Elle avait survécu. Clara non. Elena ne s'était jamais pardonnée. Elle avait emménagé dans l'appartement en quête de solitude, en quête d'échappatoire à la culpabilité qui la consumait. Au lieu de cela, elle avait trouvé autre chose. Quelque chose qui portait la voix de sa sœur, mais cela n'avait pas commencé avec Elena. Avant elle, il y avait un homme nommé Arthur Voss. Un enseignant à la retraite, veuf, sans enfant. Il avait vécu dans l'appartement 6 mois avant d'être retrouvé mort sur le trottoir sous la fenêtre. Sa femme était morte des années plus tôt. Les voisins disaient qu'il avait recommencé à lui parler dans les semaines précédant sa mort. Avoir des conversations entières, rire, pleurer. Comme si elle était dans la pièce avec lui. Avant Arthur, il y avait une femme nommée Sarah Chen. Elle avait emménagé après que son fiancé soit mort soudainement d'une crise cardiaque. Elle avait tenu 3 semaines avant de briser la fenêtre à main nue et d'essayer de sortir. L'escalier de secours avait arrêté sa chute. Elle passa le reste de sa vie dans un hôpital psychiatrique, dessinant des images d'un visage à sa fenêtre.
Un visage qui, disait-elle, était le sien, mais faux, vide. En attente, le schéma était indéniable. L'appartement n'attirait pas seulement la tragédie, il s'en nourrissait. Il trouvait des gens déjà brisés, déjà hantés par la perte. Et il utilisait cette perte contre eux. Il prenait les voix des morts et les tordait en quelque chose d'affamé, quelque chose qui appelait depuis l'extérieur de la fenêtre. Et maintenant, il m'avait trouvé. La 21e nuit fut celle où tout changea. J'avais cessé de dormir. Pas complètement, mais presque. J'attrapais des fragments d'inconscience, des moments volés d'oubli qui me laissaient plus épuisée qu'avant. J'avais cessé d'essayer de fuir. J'avais cessé d'essayer d'enregistrer. J'avais cessé d'essayer de comprendre. J'attendais, simplement. À 2h16, je me tenais au centre de la pièce. Non pas parce que je m'étais levé, parce que je ne m'étais jamais assis. Je faisais face à la fenêtre. Les rideaux étaient immobiles. Le lampadaire brûlait toujours orange. Le monde dehors était silencieux. À 2h17, la voix vint. Daniel. Plus un murmure désormais. Une vraie voix, remplie d'émotion, de désir, d'amour, de perte. Elle m'enveloppa comme une couverture chaude, comme l'étreinte de quelqu'un qui m'avait manqué pendant des années. Et je la reconnus. Dieu me vienne en aide, je la reconnus. La voix de ma mère. Mais ma mère était morte. Elle était morte depuis 8 ans. J'avais regardé descendre son cercueil dans le sol gelé de janvier. J'avais jeté la première poignée de terre. J'étais rentrée chez moi et j'avais pleuré jusqu'à ce que mon corps soit vide. Daniel, s'il te plaît, viens à la fenêtre. Des larmes coulaient sur mon visage. Je ne savais pas quand j'avais commencé à pleurer. Mes jambes bougeaient sans ma permission, me portant vers la fenêtre. Ma main se tendait, écartant le rideau. La rue en bas était vide. Mais quelque chose se trouvait dehors, à la fenêtre. C'était suspendu dans l'air, à 3 étages au-dessus du sol, flottant comme un ballon attaché par une ficelle invisible. C'était pâle, vêtu de vêtements qui ressemblaient aux miens. Son visage était mon visage, mais faux, les traits légèrement décalés, comme un reflet dans un miroir déformé. Sa bouche souriait. Ma bouche. Ses yeux étaient vides, pas sombres, pas noirs, vides, comme regarder à travers une fenêtre dans une pièce où personne n'avait jamais vécu. « Laisse-moi entrer, dit-il. » Ma voix, mes lèvres formant les mots. « Tu m'as laissé dehors si longtemps. » Je baissai les yeux vers le sol en dessous. Le trottoir, l'obscurité, la longue chute. Daniel. La voix de ma mère à nouveau, sortant des lèvres immobiles de la chose. Tu m'as tellement manqué. Ouvre juste la fenêtre. Ma main était sur le loquet. Le laiton était froid. Plus froid qu'il n'aurait dû, froid comme la main d'un mort, froid comme la terre de janvier où ils avaient enterré ma mère. Le loquet tournait. Je ne le tournais pas, mais il tournait. La fenêtre s'ouvrait. L'air froid s'engouffra. La silhouette sourit plus largement. Sa main se tendit, pressant contre la vitre. J'écriais. Je ne sais pas où je trouvais la force, mais je criais et me jetais en arrière, loin de la fenêtre, loin de la main, loin du visage qui portait le mien comme un manteau volé. Je heurtais durement le sol, le souffle coupé. La fenêtre claqua. Le loquet se reverrouilla. Les rideaux retombèrent immobiles. Et j'étais seule, seule dans l'appartement vide avec rien d'autre que le son de ma propre respiration allaitante et le sifflement lointain du radiateur. Je restais assis là jusqu'à l'aube. Quand la première lumière grise rampa à travers la fenêtre, je regardais mes mains. Elles tremblaient, elles étaient froides, mais elles étaient miennes. J'étais encore là, j'étais encore en vie. Mais quelque chose avait changé. Je pouvais le sentir. Un décalage dans l'air. Une anomalie qui s'était installée dans le tissu même de l'appartement. La voix ne se contentait plus de murmurer depuis l'extérieur. Elle s'était montrée. Elle avait tendu la main vers moi. Et elle tendrait la main de nouveau. Je devais partir.
Je devais briser le schéma avant que le schéma ne me brise. Mais alors que je me levais, alors que je regardais la fenêtre une dernière fois, je vis quelque chose qui glaça mon sang dans mes veines. Une empreinte de main. Sur l'extérieur de la vitre. Au 3e étage, tournée vers l'intérieur, mon empreinte de main. Ma paume. Mes doigts. Je n'étais pas allée dehors. Je n'avais jamais touché ce côté de la fenêtre. Mais elle était là. Ma marque. Ma signature. Une promesse écrite dans le verre froid. La voix était patiente. Elle avait attendu Elena Marchetti. Elle avait attendu Arthur Voss. Elle avait attendu Sarah Chen. Et elle m'attendrait aussi. Elle avait tout le temps du monde. Je ne dormis pas ce jour-là. Je restais assis dans un café de l'autre côté de la rue, à regarder le bâtiment, à regarder ma fenêtre. Les gens allaient et venaient, des gens normaux, des vies ordinaires. Ils n'avaient aucune idée de ce qui se cachait 3 étages au-dessus d'eux, de ce qui pressait contre la vitre et murmurait des noms dans l'obscurité. J'appelais mon ex-petite amie. Je ne sais pas pourquoi. Nous ne nous étions pas parlé depuis 6 mois. Nous nous étions quittés en mauvais termes, comme finissent les relations, quand 2 personnes qui se sont aimées réalisent qu'elles sont devenues des étrangères. Mais j'avais besoin d'entendre une voix familière. Une vraie voix. Une voix qui ne venait pas de l'extérieur de ma fenêtre à 2h17 du matin. Elle ne répondit pas. Je laissai un message vocal. Je ne me souviens pas de ce que j'ai dit. Quelque chose à propos d'être désolé, quelque chose à propos d'elle qui me manquait. Quelque chose à propos d'une fenêtre et d'une voix et d'un visage qui ressemblait au mien. Le temps de raccrocher, je pleurais. La serveuse fit semblant de ne pas remarquer. Au coucher du soleil, je retournai à l'appartement. Je ne le voulais pas. Chaque cellule de mon corps me hurlait de courir, de quitter la ville, de ne jamais regarder en arrière. Mais je savais, avec une certitude qui dépassait la logique, que fuir ne servirait à rien. La voix n'était pas liée au bâtiment, elle était liée à moi. Quoi qu'il soit arrivé à Elena, à Arthur, à Sarah, cela m'arrivait déjà à moi. Partir ne briserait pas la connexion. Cela ne ferait que retarder l'inévitable. L'appartement était froid. Plus froid qu'il n'aurait dû, même pour une nuit d'automne. Le radiateur fonctionnait, je pouvais l'entendre siffler, mais la chaleur semblait s'arrêter au rebord de la fenêtre, comme si la vitre elle-même avalait la chaleur. Je m'assis sur le lit et attendis la fenêtre. Je n'allumai pas les lumières. Je ne voulais pas voir mon reflet. J'avais peur de ce qui pourrait me regarder en retour. Les heures rampèrent. Minuit, 1h, 2. Le lampadaire dehors vacilla une fois, 2 fois. Puis il se stabilisa, sa lueur orange formant une flaque sur le trottoir 3 étages plus bas. À 2h16, les rideaux bougèrent. Juste une ondulation, comme si quelqu'un avait passé les doigts le long du tissu depuis l'extérieur. Je ne bougeais pas. Je ne respirais pas. À 2h17, la voix vint, mais elle était différente cette nuit. Elle n'était pas douce. Elle n'était pas calme. Elle était désespérée, urgente. C'était la voix de quelqu'un qui se noie, tendant la main vers une main toujours hors de portée. Daniel. S'il te plaît Daniel. Tu m'as laissé dehors. Tu avais dit que tu reviendrais. Tu avais promis que tu reviendrais. Je ne reconnaissais pas les mots. Mais mon corps les reconnaissait. Quelque chose d'ancien et d'enterré remua dans ma poitrine. Un souvenir que je n'avais jamais eu. Une promesse que je n'avais jamais faite. J'ai attendu si longtemps. Il fait si froid ici dehors. Laisse-moi juste entrer. Ouvre juste la fenêtre. Je me levai, je ne le voulais pas. Je luttai de toutes mes forces. Mais mes jambes bougèrent quand même, me portant à travers la pièce. Ma main se tendit. Mes doigts touchèrent le loquet. La fenêtre se déverrouilla toute seule. Je regardais le loquet tourner sans que ma main soit nulle part à proximité. Une rotation lente, délibérée. Le son était assourdissant dans le silence. La fenêtre glissa.
le vieux bois gémissant dans son cadre. L'air froid s'engouffra, si froid qu'il brûlait ma peau. Et la silhouette était là, ne flottant pas 3 étages au-dessus du sol, debout sur l'escalier de secours. Pressé contre la vitre, c'était moi. Chaque détail, chaque ligne de mon visage, chaque tache de rousseur, chaque mèche de cheveux. Elle portait les mêmes vêtements que moi. Elle se tenait comme je me tenais. Elle respirait au même rythme que moi. Mais ses yeux étaient vides. Pas blancs, pas noirs, juste vides. Des trous où quelque chose aurait dû être. Des fenêtres sur un vide, elle leva sa main. Je levai la mienne. Elle sourit. Je sentis mes lèvres bouger. Elle pencha la tête. Mon cou tourna sans ma permission. « Tu m'as laissé dehors », répéta-t-elle. Ma voix, mes lèvres, ma douleur. Pourquoi m'as-tu laissé dehors? Je n'avais pas de réponse. Je ne comprenais pas la question. Mais quelque part au fond de ma poitrine, là où la culpabilité vivait, là où le deuil de ma mère suppurait, là où la honte des relations perdues et des rêves brisés, s'était calcifié en quelque chose de dur et de permanent. Quelque chose reconnut la voix. C'était moi. La partie de moi que j'avais abandonnée. La partie de moi qui était morte quelque part le long du chemin, écrasée sous le poids des attentes et des déceptions, et le lent passage érodant du temps. La partie de moi qui croyait encore au bonheur, à l'amour, à la possibilité d'une vie qui n'était pas définie par la perte. C'était mon propre fantôme. Le fantôme de la personne que j'aurais pu être. Il voulait rentrer à la maison. « Ouvre la fenêtre en grand », murmura-t-il. « Laisse-moi entrer, laisse-moi revenir. Nous pouvons être entiers de nouveau. Ouvre juste la fenêtre. » Ma main était sur la vitre. Le froid était insupportable. Je pouvais le sentir monter le long de mon bras, dans mon épaule, vers mon cœur. Mais je ne reculais pas. Je ne pouvais pas reculer. La chose dehors à la fenêtre se penchait plus près, son visage à quelques centimètres du mien, ses yeux vides me transperçant, et puis, de quelque part très loin, j'entendis une autre voix, une vraie voix, humaine, urgente. « Hé, hé, qu'est-ce que vous faites ?» Elle venait de la rue en dessous. Un voisin, quelqu'un qui avait vu la fenêtre ouverte, m'avait vu debout là, m'avait vu me pencher dans l'air froid de la nuit. La chose dehors à la fenêtre tressaillit. Juste une seconde. Juste assez. Je me jetai en arrière. Je heurtais durement le sol, l'impact chassant l'air de mes poumons. La fenêtre claqua avec un bruit de coup de feu. Le loquet se reverrouilla. Les rideaux retombèrent immobiles et j'étais seule. Je restais allongée là longtemps, haletant, fixant le plafond. Le lampadaire orange vacillait. Le radiateur sifflait. Le monde retourna lentement, douloureusement à la normale. Mais je savais, même alors, que ce n'était pas fini. La voix reviendrait. Le visage reviendrait. Finalement, la fenêtre s'ouvrirait, et cette fois, rien ne m'empêcherait de le laisser entrer. Je n'avais plus beaucoup de temps. Je trouvai le journal intime dans le fond du placard le lendemain matin. Il avait été coincé derrière une plainte décellée, caché si soigneusement que personne ne l'avait découvert pendant des années. La couverture était en cuir noir, fendillée et usée au coin. Les pages étaient jaunes et cassantes, remplies d'une écriture qui commençait propre et ordonnée, et se dissolvait graduellement en gribouillis frénétiques et bouclés. Le journal d'Elena Marchetti. Je le lus en entier d'une seule traite. Mes mains tremblèrent tout du long. Les premières entrées étaient banales. Des descriptions de l'appartement, du quartier, de son travail. Elle écrivait que sa sœur Clara lui manquait, mais d'une manière qui suggérait qu'elle guérissait, lentement, douloureusement, apprenant à vivre avec l'absence. Elle écrivait à propos de la culpabilité, de l'accident, du moment où le camion avait brûlé le feu rouge et où tout avait changé. Mais autour de la 3e semaine, le ton changea. Elle mentionnait entendre quelque chose la nuit. Une voix, douce, familière, appelant son nom depuis l'extérieur de la fenêtre.
Elle supposait que c'était un rêve. Le stress. Le deuil qui se manifestait de manières étranges jour 23. Je l'ai entendu de nouveau la nuit dernière. Clara. Cela ressemblait exactement à elle. Je sais que ce n'est pas possible. Mais cela semble si réel. La façon dont elle appelait mon nom quand nous étions enfants. La façon dont elle m'appelait de l'autre pièce quand elle avait peur. C'était si doux. Si familier. J'ai presque failli me lever pour répondre jour 28. La voix devient plus claire. Elle me demande de venir à la fenêtre. Elle dit que je lui manque. Elle dit qu'il fait froid dehors. Je sais que je devrais avoir peur, mais je n'ai pas peur. Ce qui m'effraie, c'est à quel point je me sens calme quand je l'entends. À quel point cela semble juste jour 32. Quelque chose se trouve dehors à la fenêtre. Je l'ai vu cette nuit, juste une seconde. Un visage. Mon visage. Mais faux. Les yeux étaient tout faux. Je ne pouvais pas détourner le regard. Je ne suis pas sûre de vouloir détourner le regard jour 35. Je ne sais plus qui je suis. La voix est ma voix maintenant. Le visage est mon visage. Il dit que je l'ai laissé dehors. Il dit qu'il attend depuis des années. Il dit que j'avais promis de revenir. Je ne me souviens pas d'avoir fait cette promesse, mais j'ai dû. Il ne me mentirait pas. C'est moi jour 38. Je vais ouvrir la fenêtre ce soir. Je le dois. Il fait si froid dehors. Il attend depuis si longtemps. Je ne peux pas le laisser dehors plus longtemps. C'est ma dernière entrée. Si quelqu'un trouve ceci, ne soyez pas triste. Je ne meurs pas. Je me laisse juste revenir. La dernière page était blanche à l'exception d'une seule ligne, écrite d'une main si tremblante qu'elle était à peine lisible. Ce n'était pas Clara. Cela n'a jamais été Clara. C'était moi. Cela a toujours été moi. Je fermais le journal. L'appartement était silencieux. La fenêtre était immobile. Dehors, le soleil se couchait, peignant le ciel en nuances de sang et de bleu. Je savais ce que j'avais à faire. Je devais survivre à la nuit, coûte que coûte. Quel qu'en soit le prix. Je devais être là quand le soleil se lèverait. Parce que si je ne l'étais pas, quelqu'un d'autre emménagerait dans cet appartement. Quelqu'un d'autre entendrait la voix. Quelqu'un d'autre se tiendrait à cette fenêtre et regarderait dans ses propres yeux vides. Et le cycle continuerait, se nourrissant de culpabilité et de deuil et de solitude, réclamant victime après victime dans une boucle affamée et sans remords. Je passais la soirée à me préparer. Je poussais la lourde commode devant la fenêtre. J'enlevais le mécanisme du loquet avec un tournevis, le rendant inutilisable. J'installais 3 caméras, mon téléphone, mon ordinateur portable, une vieille webcam trouvée dans une boîte d'électronique, toute pointée vers la fenêtre. J'appelais mon ami Marcus et lui dis, sans équivoque, que s'il n'avait pas de mes nouvelles avant 8 heures le lendemain matin, il devait appeler la police. « Qu'est-ce qui se passe, Daniel ?» demanda-t-il. « Tu as l'air d'avoir des ennuis. »« Oui, dis-je, mais je ne peux pas expliquer. Tu ne me croirais pas. Promets-moi juste d'appeler. » Il promit. Je raccrochais. J'étais aussi près que je pouvais l'être. Quand l'horloge sonna minuit, j'étais assis dans le coin de la pièce, le dos au mur, attendant la fenêtre. La commode bloquait la majeure partie, mais je pouvais encore voir le haut du cadre, la lueur orange du lampadaire, la silhouette ténue de l'escalier de secours au-delà. 1h0. Rien. 1h30. Rien. 2h30. La pièce se refroidit. Le radiateur cessa de siffler. Le silence était absolu. À 2h16, la commode bougea. Juste de quelques centimètres. Juste assez pour grincer contre le sol avec un bruit d'ongles sur un tableau noir. À 2h17, la voix vint, mais elle n'était pas dehors à la fenêtre. Elle était à l'intérieur de la pièce. Daniel. Je regardais la fenêtre. Toujours bloquée, toujours sombre. La voix n'était pas là. Daniel, dans le miroir. Le miroir. Le petit miroir ovale accroché au mur à côté du placard. J'avais oublié le miroir, je ne l'utilisais jamais.
Mais maintenant quand je le regardais je compris. Le reflet était faux. Il ne montrait pas ma chambre. Il montrait une chambre différente. Le même appartement, mais plus sombre, plus froid, plus vide. Et dans cette chambre, se tenant exactement là où j'étais assis, se trouvait une silhouette, pâle, familière, souriante. Elle se pencha plus près. Le verre ondula comme de l'eau. Sa main pressa contre l'autre côté, doigts écartés, tendus. « Tu ne peux pas bloquer toutes les fenêtres, » murmura-t-elle. « Chaque reflet est une fenêtre. Chaque miroir est une porte. Tu ne peux pas me garder dehors éternellement. » Je fixais mon reflet, la chose qui portait mon visage. Les yeux vides et le sourire creux, et la main tendue à travers le verre. Et puis je compris ce qu'Elena Marchetti avait compris dans ces derniers instants. La voix n'appelait pas de l'extérieur. Le visage ne venait pas de la fenêtre. Il avait été à l'intérieur depuis le début, enfoui dans ma culpabilité, mon deuil, ma haine de moi-même. La voix était la partie de moi qui voulait abandonner, se rendre, lâcher prise. C'était ma propre obscurité, dotée de forme par quelque chose de plus vieux et de plus affamé qu'un fantôme. L'appartement ne créait pas la voix. Il lui donnait juste un endroit pour parler. Daniel. La voix n'était plus douce. Elle était furieuse, désespérée. Le miroir se fissurait, des éclats se répandant sur le verre comme une toile d'araignée. La main poussait à travers, les doigts s'étirant, s'allongeant, tendus vers moi. Je regardais mon téléphone. 2h18. La voix venait toujours à 2h17. Toujours. Mais il était 2h18 maintenant. Et j'étais encore là. J'étais encore en vie. J'étais encore moi. La commode cessa de bouger. Le miroir cessa de se fissurer. La main recula, se retirant dans l'obscurité au-delà du verre. La voix, quand elle vint de nouveau, était presque un murmure. Presque triste. Tu finiras par l'ouvrir. Ils le font toujours. Et puis elle disparut. La pièce était silencieuse. Le miroir était de nouveau entier, ne montrant rien d'autre que mon propre visage terrifié. La commode était de retour à sa place. La fenêtre était toujours bloquée. Le radiateur recommença à siffler. Je tremblais. Je pleurais. Mais j'étais vivant. Le soleil se leva à 6h47. Je le regardais à travers un interstice des rideaux. La première lumière pâle se répandant sur le sol comme de l'or liquide. Je n'avais pas dormi. Je n'avais pas bougé. Mais j'avais survécu. J'appelai Marcus à 7h. Lui dis que j'allais bien. Il ne me crut pas. Il dit qu'il viendrait. Je lui dis de ne pas venir. Je lui dis que je déménageais aujourd'hui. Pour de bon. À 8h, j'appelai Monsieur Hirsch et lui dis que je rompais le bail. Il ne discuta pas. Il ne demanda pas pourquoi. Il dit juste « Je vous enverrai la caution par courrier ». Je fis mes bagages en moins d'1 heure. Les livres, la photo de ma mère, l'ordinateur portable à l'écran fissuré, le journal intime que j'avais trouvé dans le placard. Je le pris aussi, ne sachant pas quoi en faire d'autre. Peut-être que quelqu'un aurait besoin de le lire un jour. Peut-être que cela aiderait quelqu'un d'autre à survivre. Quand j'eus fini, je me tins dans l'appartement vide une dernière fois. La fenêtre était toujours bloquée par la commode. Le miroir était toujours accroché au mur. La pièce était silencieuse, mais dehors, de quelque part très loin, je crus entendre quelque chose. Une voix, douce, appelant mon nom. Ou peut-être n'était-ce que le vent. Boing, je sortis. Je ne regardais pas en arrière. La rue était lumineuse de la lumière du matin quand j'atteignis le rez-de-chaussée. Les gens promenaient leurs chiens, buvaient du café, faisaient défiler leur téléphone. Des gens normaux, des vies ordinaires. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'il y avait dans ce bâtiment, de ce qui pressait contre la vitre, 3 étages au-dessus d'eux. Je montais dans ma voiture et partis. Je ne savais pas où j'allais. Je savais juste que je ne pouvais pas rester. Mais voilà. Voilà ce que j'ai appris dans cet appartement. La voix n'appartient pas au bâtiment. Le visage n'appartient pas à la fenêtre. Ils nous appartiennent.
au deuil que nous portons, à la culpabilité que nous nourrissons, à l'obscurité que nous alimentons avec chaque pensée amère, et chaque regret et chaque nuit sans sommeil, passée à nous demander ce que nous aurions pu faire différemment. La voix était en moi avant que je pose le pied dans cet appartement. Elle est en nous tous, attendant un moment tranquille, un cœur brisé, un point faible dans le mur entre qui nous sommes et qui nous avons peur de devenir. J'éloge chez Marcus maintenant. Je dors sur son canapé, je cherche un nouvel appartement. J'essaie de reconstruire ma vie. La voix n'est pas revenue. Mais parfois, tard la nuit, quand la maison est calme et que mes pensées sont bruyantes, j'entends quelque chose. Quelque chose à la fenêtre, un petit coup sur la vitre. Un murmure de mon nom, et je me demande si elle est vraiment partie un jour. L'appartement resta vide pendant 6 semaines. Monsieur Hirsch repeignit les murs, remplaça le miroir, répara le loquet de la fenêtre. Il ne parla pas aux nouveaux locataires d'Elena Marchetti, ni d'Arthur Voss, ni de Sarah Chen. Il ne lui parla pas de moi. Elle s'appelait Rebecca, elle avait 29 ans. Elle venait d'emménager en ville après un divorce qui l'avait laissée creuse et à la dérive. Elle cherchait un nouveau départ, un endroit calme pour guérir. La première nuit, elle dormit paisiblement. Le radiateur ronronnait, le lampadaire luisait. La pièce était chaude et calme, mais à 2h17, une voix lui parla depuis l'extérieur de la fenêtre. Douce, tendre, familière. Elle ressemblait à sa mère, morte d'un cancer quand Rebecca avait 16 ans. Elle l'appela par son prénom. Et Rebecca se redressa dans son lit, le cœur plein d'un espoir terrible et douloureux. Elle ne savait pas encore. Mais elle apprendrait. Ils apprenaient tous. La fenêtre attendait. Et la voix? La voix était patiente. Elle avait attendu Elena. Elle avait attendu Arthur. Elle avait attendu Sarah. Elle m'avait attendu, et elle attendrait Rebecca aussi. Elle appellerait son prénom chaque nuit, doucement d'abord, puis désespérément, puis avec une rage qui ferait trembler la vitre et fissurer le plâtre et frémir le vieux bâtiment. Et finalement, une nuit, quand le deuil serait trop lourd et l'espoir trop fort, Rebecca se lèverait. Elle irait à la fenêtre. Elle regarderait la rue vide et verrait un visage lui rendant son regard. Son visage, pâle, souriant, les yeux vides, et elle ouvrirait la fenêtre. Ils le font toujours, finalement. Ils le font toujours. Parce que la voix sait ce que vous avez perdu. La voix connaît la forme de votre deuil, le poids de votre culpabilité, les fissures secrètes de votre cœur où l'obscurité s'infiltre. La voix vous connaît mieux que vous ne vous connaissez vous-même. Et elle attend toujours. À la fenêtre. À 2h17. Appelant votre nom. Écoutez. Pouvez-vous l'entendre? Elle vous appelle maintenant.